Guy-Philippe Goldstein, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes consultant en cybersécurité et cyberdéfense. Le dernier bilan de l'explosion simultanée de beepers au Liban et en Syrie contre le Hezbollah et des membres des Gardiens de la Révolution est de 12 morts et près de 2800 blessés. 3000 à 5000 beepers selon les sources ont été visés hier après-midi. Comment une telle opération a-t-elle pu être menée entre Israël, le Liban, la Syrie et même Taïwan ? Oui, même Taïwan et peut-être même la Hongrie, puisqu'on sait désormais que le fabricant de pager Gold Apollo, en réalité, avait sous-traité ça à une entreprise basée en Hongrie, dont on connaît finalement très peu de choses, qui se serait chargée... Et les patrons ne répondent plus au téléphone depuis hier. Ça ne me surprend pas. Et si j'étais eux d'ailleurs, non seulement je ne répondrais pas, mais je prendrais vite mon billet d'avion pour une destination très safe. Peut-être déjà fait. Voilà, j'espère pour eux. Mais effectivement, il y a quelque chose de sidérant, d'intéressant sur ce qu'on appellerait une attaque de supply chain, mais qui finalement n'est pas stricto sensu une attaque de cyber. Pourquoi ? Parce que dans une attaque cyber, on va donner de nouvelles propriétés à la machine avec des mauvaises instructions et tout d'un coup, les valves n'ont plus marcher, les pompes vont s'arrêter, ça va exploser à l'intérieur. Il y a déjà des cas comme ça, on peut en reparler. Or là, qu'est-ce qui a explosé ? Il semblerait que c'était plusieurs dizaines de grammes de PETN, qui est un explosif, qui a été inséré dans les pagers. Et là, bon, donc c'est déjà... On ne sait pas encore à quel moment. On ne sait pas encore à quel moment. Peut-être que ça a été fait donc chez un de ses sous-traitants basé en Hongrie. Je dois dire une chose, d'une certaine façon, c'est encore plus spectaculaire que si ça avait été une attaque cyber. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue, on va dire, de hardware, on a été capable de développer donc ce kit avec peut-être plusieurs dizaines de grammes de PETN, lié avec un micro-détonateur, lié même avec le système du pager dont on a pu comprendre le fonctionnement, puisque en fait la charge a explosé après avoir reçu un message. C'est ce qu'on voit sur une des vidéos. Exactement, il vient du pager. Donc il y a une compréhension par le kit du message reçu par le pager qui va faire détonner la charge de PETN. Donc déjà en tant que tel, c'est pas mal d'un point de vue technique, mais c'est plus que technique, c'est industriel, puisqu'on a été capable de fabriquer plusieurs milliers de kits. Donc là, il faut quand même, à ce niveau-là, montrer que d'une certaine façon, on a changé d'échelle. C'est pas une opération spécifique où on récupère un téléphone et puis on va faire de l'artisanat. Non, comme à l'époque de l'élimination, il y a une trentaine d'années, de Yahya Hayash. Exactement. Là, on passe carrément à un stade industriel et d'une part, donc il y a cette massification des kits qui ont été développés, sachant qu'ils ont dû être testés. C'est comme toute chose qui sort d'usine. Il faut savoir si ça marche bien, si ça marche mal, d'autant plus qu'apparemment, on voulait l'utiliser pour donner un effet de surprise. Donc c'est encore... Et peut-être même pendant la guerre. Et peut-être même pendant la guerre, ou en tout cas une ouverture de ce qui serait une opération. Donc il y avait la nécessité, pour ceux qui ont fabriqué ces kits, qui ont été insérés, d'être capable de bien tester et de le faire d'un point de vue industriel. C'est plus de l'artisanat. Est-ce que ça a pu être opposé, comme certains l'évoquent, y compris juste avant la livraison, compte tenu du nombre de kits et évidemment de la sensibilité de l'action ? Ça a dû être fait dans une chaîne de production. Je ne vois pas personnellement comment ça pourrait être fait ailleurs, parce qu'encore une fois, il faut des milliers de kits qu'on va insérer. Donc, ça prend combien de temps, a priori ? Ça, C'est une petite opération Encore une fois, on ne peut pas exactement savoir, parce que peut-être que la manière de le déposer est particulière, ou peut-être qu'on a juste envoyé des kits qui avaient été testés pour que, quoi qu'il arrive, ils ne se déclenchent pas. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion, et une réflexion d'autant plus surprenante qu'elle est liée en partie à une décision du Hezbollah dont Nasrallah a parlé le 13 février dernier, de se débarrasser des téléphones mobiles, parce qu'effectivement, on pouvait les traquer avec le GPS, et de passer encore plus loin dans une forme low-tech de communication, où ils avaient déjà testé un petit peu ça. D'ailleurs, ils s'en étaient enorgueillis, parce que c'était leur manière d'avoir un petit peu confronté les Israéliens en 2006 avec des systèmes low-tech. Bon, et là, ils ont essayé de rejouer le coup, évidemment en utilisant des pagers, en même temps qu'il y a des courriers humains, en même temps qu'il y a des lignes de fibre optique ou de juste filaires entre les différentes cellules du Hezbollah. Mais cette opération dévoile la permanence de la vulnérabilité du Hezbollah. Eh bien, elle dévoile une vulnérabilité sous plusieurs dimensions du Hezbollah. D'une part, leurs systèmes de communication, même lorsqu'ils sont low-tech, peuvent être interceptés et on peut même jouer dessus. Et d'autre part, on peut se poser la question, évidemment, de la sécurité opérationnelle
des opérations du Hezbollah, puisque là, l'information, elle a fuité de partout. Qui étaient les responsables de la transformation, de la livraison, de la distribution des pagers, où ça devait être fabriqué et préparé. Même au-delà de ça, donc, qui étaient les différentes unités qui allaient préparer, reconditionner peut-être les pagers. Ça, apparemment, Israël était totalement au courant de ça, alors que c'était probablement une opération qui a été relativement récente. Parce que je le dis encore, des opérations de sabotage industriel, ça peut être quelque chose de très complexe qui peut prendre non seulement des mois, mais parfois des années. Si on évoque Stuxnet, qui est la grande opération... J'allais y venir, je voulais... Comment est-ce qu'on peut réinscrire cette opération Beeper, puisqu'elle n'a pas encore de nom, mais on la présente un peu partout comme ça, dans la grande histoire des 10 ou 15 dernières années des opérations cyber, notamment Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes. Alors, encore une fois, sur la modalité, ce n'est pas une opération cyber. Par contre, il y a des échos à Stuxnet, au moins sous 2 angles. Le premier angle, c'est l'aspect de microchirurgie. Stuxnet, pour le rappeler à vos auditeurs, ça a été la capacité à casser de l'intérieur des centrifugeuses type P1 qui avaient été déployées à Natanz, en Iran, entre 2007 et 2010. Et donc, il n'y avait pas eu de dommages collatéraux, il n'y a même pas eu besoin, évidemment, d'envoyer des avions. Ce sont vraiment les centrifugeuses de l'intérieur, en les faisant tourner trop vite, qui ont explosé. Et donc, ça, l'avantage, c'était que, entre guillemets, rien d'autre que les centrifugeuses n'ont été touchées. Pas de dommages civils, pas de dommages militaires, etc. Donc, on pourrait appeler ça une opération de microchirurgie. De la même façon que les Américains avaient évoqué les frappes chirurgicales contre l'Irak pendant la guerre du Koweït en 1990-91, là, on pourrait parler de microchirurgie. Là, c'est pareil. C'est uniquement les personnes qui avaient des pagers qui appartenaient au Hezbollah, et on peut imaginer qu'ils ne distribuaient pas des pagers à tout le monde. On peut imaginer qu'ils distribuaient des pagers à des personnes d'un certain rang, d'un point de vue civil, d'un point de vue militaire. Donc là, il y a une opération de microchirurgie. Premier écho. Deuxième Même écho. si, pour rester dans la comparaison entre ces deux opérations, la première, Stuxnet, avait été menée avec l'aide des Américains, alors que les Américains ont rappelé hier qu'ils n'avaient ni participé, ni même été mis au courant de cette opération. Et on a compris aussi, par ailleurs, dans ces dernières heures, que visiblement, les Israéliens ont dû décider de lancer cette opération plus tôt que prévu, puisque certains membres du Hezbollah avaient commencé à avoir certains doutes sur ces beepers. Oui, c'est ce qu'on a entendu. Et effectivement, la grande différence, c'est que Stuxnet, non seulement ça a été avec l'aide des Américains, mais on pense que ça a été aussi avec l'aide de nombreux pays européens amis d'Israël. Notamment les Allemands. Les Allemands, peut-être les Anglais, peut-être la France, on ne sait jamais. Parce qu'il a fallu une compréhension, et surtout, j'allais oublier un des pays extrêmement importants, à savoir les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce que, in fine, ça d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que c'est une révélation récente du début de cette année, on a compris que peut-être l'une des manières par laquelle on avait inséré Stuxnet dans le système industriel de la centrale de Natanz en Iran, c'était via la réception de pompes néerlandaises qui avaient été livrées par un acteur néerlandais. Et cette personne-là, d'ailleurs, a été peut-être un agent double. Donc, on voit, encore une fois, d'ailleurs, c'est un exemple de Stuxnet, et peut-être ça serait des choses avec cette opération Pager, qu'il y aura beaucoup de choses qu'on ne saura pas avant beaucoup de temps, voire comme on le voit avec Stuxnet, après des années. Mais un dernier point d'écho, c'est l'aspect de sidération. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Quand les Iraniens, et derrière peut-être les Russes, les Chinois, etc., ont découvert ce qu'avait été Stuxnet, ils ont été quand même relativement stupéfaits. Et je pense que lorsqu'ils ont remis les clés de contact, entre guillemets, pour refaire tourner les centrifugeuses P1, je pense qu'il y a dû y avoir un petit moment d'appréhension pour savoir ce qui allait se passer. Et là, c'est peut-être, c'est évidemment extrêmement hypothétique, mais peut-être la même chose qui va se passer avec les systèmes de communication des membres du Hezbollah. Ils ont été touchés même sur quelque chose de très low-tech. Alors peut-être que, non seulement ils étaient touchés pour une question d'espionnage, mais en plus là pour du sabotage, où on a essayé de les éliminer physiquement. Donc là peut-être qu'il y a un effet aussi psychologique, potentiellement fort, qui, on le verra, jouera ou jouera pas sur les membres du Hezbollah, à savoir, j'appartiens au Hezbollah, on me donne un téléphone mobile, on me donne un pager, j'ai peut-être pas trop envie de participer à ça. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, une conséquence stratégique ? Alors, dans le cas de Stuxnet, on sait que ça avait considérablement ralenti l'avancée du programme nucléaire militaire iranien, en tout cas au moins de plusieurs mois. En Israël, certains éditorialistes s'interrogent aujourd'hui sur, évidemment, après cette incroyable opération qui est attribuée à Israël, sur les possibles conséquences stratégiques. Est-ce que c'est le prélude
à une guerre, à une phase escalatoire supplémentaire, ou qui mènerait, puisque c'est désormais l'un des nouveaux objectifs de la guerre menée par Tsahal, au retour des déplacés du Nord? Ou est-ce qu'on est simplement dans une opération purement tactique, même si elle est particulièrement spectaculaire? Il semblerait, derrière les dernières nouvelles, qu'il y avait l'idée de l'utiliser comme un signal de départ et un coup d'effroi, de démobilisation, de déstabilisation, encore une fois, du corps des officiers, peut-être, du Hezbollah, au moment du lancement d'une opération. Là, c'est raté. Et là, c'est raté, parce qu'effectivement, il semblerait, encore une fois, mais qu'on a voulu beaucoup jouer sur l'effet de surprise. L'effet de surprise passé, qu'est-ce qui reste? Il reste, d'une part, quand même plusieurs centaines d'officiers qui ont été gravement blessés et donc qui sont mis hors circuit. C'est toujours un avantage. Il reste cet effet psychologique et peut-être, mais alors évidemment c'est beaucoup plus hypothétique que si ça avait été dans le cœur du conflit, peut-être l'idée qu'on va faire attention à ce qu'on va utiliser comme système de communication et on va dire les choses. Qu'est-ce qui reste si on met de côté les téléphones portables, les beepers? Qu'est-ce qui reste pour communiquer? Alors, les courriers humains. Alors là, c'est plus long. Et puis on revient même au film 1917 de Sam Mendes, où on voit donc le rôle d'un courrier humain. Il reste aussi des systèmes de téléphonie à fibre optique ou filaire qui existent entre différents postes du Hezbollah. Alors là aussi, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Nous, Français, malheureusement, pendant la campagne de 1940 contre les Allemands, on utilisait beaucoup de téléphones, mais d'une façon pas assez agile, entre guillemets, alors que les tanks allemands, eux, avaient la radio. Et on a vu où s'est trouvée l'efficacité. Donc, pour des positions strictement défensives, l'effet peut-être est pas si grave que ça, mais si jamais il y avait des volontés ou des obligations de mouvement de troupes du Hezbollah, que ce soit pour avancer ou pour reculer en retraite, ne plus avoir de moyens mobiles de communication sécurisés, ça peut être un vrai problème. Ces beepers, c'est un équipement qu'on retrouve sur d'autres terrains de guerre, entre les mains d'autres organisations terroristes ou paramilitaires? Non, pas forcément. On a retrouvé du petit matériel électronique, par exemple des montres Casio, mais qui est utilisé par des membres de Al-Qaïda, et essentiellement pour des opérations de sabotage, parce que c'était des minuteurs portatifs. Et sinon, les pagers en tant que tels sont aujourd'hui essentiellement utilisés encore par du personnel médical, par des gens aussi dans les data centers, parce que c'est un système relativement robuste pour juste recevoir une alerte. Et parfois, c'est juste ce qui suffit. Voilà. Mais est-ce que les messages qui étaient envoyés jusque-là étaient cryptés ou c'était des messages assez basiques? Non, ce qui est très alors, évidemment, je ne suis pas au courant j'ai pas cette information privilégiée, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y avait des informations plutôt simples et qui étaient codées. À savoir tel type de mouvement, tel type de munition ou telle position auquel aller, ça devait être en code. Et derrière, des échanges sur le code, qu'est-ce que dire quoi, de façon séparée et parallèle. On peut imaginer, évidemment. Merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en cybersécurité et cyberdéfense et que cet entretien passionnant est à retrouver notamment sur notre page YouTube. Bon après-midi.